Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans un château magnifique, car tenez-vous bien, il a plus de 800 ans. Alors ce lieu a eu plusieurs utilités au fil des siècles, et vous verrez qu'en dernier lieu, ce château a été investi par une association qualifiée de secte. De l'époque du Moyen-Âge à notre époque contemporaine, nous allons remonter ensemble le fil du temps pour voir comment ce château a traversé les siècles. On ne perd pas plus de temps, je vous retrouve tout de suite après le générique. Voilà les amis, on arrive donc dans le château et je dois vous avouer que je suis assez impatient de le découvrir parce qu'en fait c'est un château qui date de plusieurs siècles. Je pense potentiellement que c'est un des plus anciens que j'ai pu faire. Alors bien évidemment il a été remanié plein de fois et vous allez voir tous les projets qu'il y a eu dans ce château puisqu'il est passé donc de maison fortifiée à l'époque du Moyen-Âge à colonie de vacances, centre thermal et puis ensuite lieu de réhabilitation pour les personnes toxicomanes. Donc, là on a un vieux camion qui doit être de l'époque certainement de la dernière utilisation du château. Alors j'entends beaucoup de bourdonnement, j'espère juste que c'est pas des nids de frelons ou des abeilles. Oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique là ce que je découvre. Donc là on voit à quel point ce château est vraiment démesuré. Et il a été bien repris par la végétation. Là je fais le tour du parc du château et c'est très bucolique, très poétique. Il y a des petites fleurs un peu partout, les oiseaux qui chantent et tout. Enfin voilà, c'est vraiment très agréable. Alors on voit bien les fortifications du château en fait, vraiment toute cette partie basse en pierre qui a donc été érigée au XIIe siècle. Et en fait on peut voir qu'il y a des meurtrières par endroits, parce qu'en fait c'était ce qu'on appelle une maison forte. Alors une maison forte, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un peu comme un château, mais c'est pas vraiment un château non plus. Je vous explique, en fait une maison forte c'est une très très grande demeure en fait, où les riches propriétaires, qui étaient souvent des nobles ou des seigneurs en fait, vivaient. Et cette maison forte avait avant tout une vocation de protection. Implantée sur une colline, elle profitait d'une position stratégique idéale pour surveiller les alentours et anticiper toute menace. Mais elle n'était pas conçue pour résister à de longs sièges comme pouvaient l'être les grands châteaux forts. Elle offrait néanmoins une défense suffisante pour assurer la sécurité de ses occupants au quotidien. Et alors je vais vous montrer ces fameuses meurtrières parce qu'elles sont bien dissimulées. Elles se trouvent donc bien cachées ici. Voilà, juste là, vous voyez. Là, nous avons une meurtrière qui donne dans la partie un peu cave, entresol. Et donc voilà, c'est par ici qu'il pouvait y avoir des archers qui pouvaient surprendre l'ennemi en cas d'attaque. Et voilà, et ça, ces petites meurtrières, il y en a plusieurs tout autour du château, dans la partie basse seulement. Et c'est ça qui fait la différence avec vraiment un château tel qu'on l'entend au sens strict du terme, c'est que dans un château, des meurtrières, on en retrouve encore beaucoup plus haut. Et plus j'avance dans l'exploration, plus d'autres traces du passé se dévoilent à moi, comme la présence d'un puits indispensable à l'époque. Il garantissait l'accès à l'eau même en cas d'isolement ou de menace extérieure. Dans la partie basse du château, je découvre aussi une cave ou peut-être même une galerie souterraine. Oh, mais regardez, mais... Non mais, on dirait vraiment une entrée des catacombes en fait. Je me demande où ça va. Un espace enfoui chargé de mystères dont la fonction exacte reste encore floue aujourd'hui. Il y a plein de petites zones un peu effondrées comme ça là. C'est marrant ces endroits. C'est très étonnant. Et puis, autre détail marquant, la présence d'un four à pain, un élément typique des habitations anciennes.
Ah, alors là, il y a un petit fournil. Ça sent typiquement le four à pain. Autant d'indices qui racontent une histoire séculaire, celle d'une époque aujourd'hui révolue. Mais ce lieu n'a pas toujours été une simple maison fortifiée. Au XVIe siècle, des sources aux propriétés minérales sont découvertes ici. Très vite, elles sont exploitées pour leurs vertus thérapeutiques. Des curistes viennent profiter des bains et l'activité thermale se développe au début du XXe siècle. À l'époque, l'endroit est vivant. On y vient pour se soigner, mais aussi pour se reposer. Puis, progressivement, tout s'arrête. En cause, la concurrence et l'évolution de la médecine, si bien que le site tombe peu à peu dans l'oubli. Puis, à partir de la seconde moitié du XXe, le site change encore de visage. Les anciens bâtiments sont reconvertis en colonies de vacances. Pendant des années, le site retrouve de la vie. On est alors loin de son passé thermal et défensif. Mais là encore, l'activité finit par s'arrêter. La colo ferme et le site retombe une nouvelle fois dans l'abandon. Jusqu'aux années 80 où une association décide de s'y intéresser. Mais ça, on va en parler un peu plus tard. Alors voilà, là je suis au niveau du fronton. Et en général, c'est toujours ici qu'on trouve des infos sur la date. Et alors là, je vois une date 1590 ou 1890. Alors si c'est 1890, ça pourrait être la dernière date d'édification du château, la dernière fois qu'il a subi des transformations. Ok, donc on entre enfin à l'intérieur du château. Et un lit médical? Non. Si, ça ressemble à un lit médical. C'est un peu étonnant, je m'attendais pas à trouver ça là. Et là, j'arrive dans l'immense escalier. Vous voyez comme il est magnifique? C'est vraiment un super escalier. Alors malheureusement, tout est en bordel. Mais là, de ce qu'on retrouve sur place, du coup, là, c'est un peu du mobilier de classe au final. Ça ressemble un peu à ça. Ah, alors voilà. Là, on a typiquement un panneau qui doit dater de l'époque où l'association de toxicomanes était ici. Donc à partir des années 80-90. Puisque là, on a justement ce panneau qui parle de journée porte ouverte. Et à mon avis, ça devait être un endroit qui était ouvert aussi aux porteurs du virus du sida. Alors, il faut savoir aussi que dans les années 80-90, on ne connaît pas trop encore ce virus. Donc, c'est assez mal vu, assez stigmatisant d'être porteur du VIH, en plus d'être toxicomane. Donc, en fait, cet endroit était un petit peu un havre de paix. Il y a 3 ans, l'association internationale Le Patriarche rachète donc les 16 hectares du château pour en faire un lieu d'accueil et de désintoxication pour les drogués. Venus du monde entier, une centaine de pensionnaires occupent les locaux. Première règle à suivre, l'arrêt immédiat de toute drogue. Mais à l'association de Patriarche, ils sont accompagnés tout au long du sevrage qui dure 10 jours. Et cette façon d'accompagner les gens 24 heures sur 24 leur permet de supporter le sevrage bloc de façon tout à fait satisfaisante. Autre règle, vous l'avez peut-être compris, les toxicomanes sont pris en charge par d'anciens toxicomanes. L'avantage, c'est surtout la crédibilité, c'est le dialogue qu'on peut avoir avec la personne qui arrive. On était comme toi, on s'en est sorti, donc il y a beaucoup plus de confiance et on connaît la mentalité du toxico qui arrive, vu qu'on avait la même que lui, et c'est très rare qu'on se fasse manipuler par lui. À cette époque, les structures pour aider les addicts sont encore très rares en France. La prise en charge est limitée et souvent très médicalisée. C'est là que l'association Le Patriarche propose autre chose. Ici, pas de traitement de substitution, pas de cadre hospitalier classique, le principe repose sur la vie en communauté. À l'échelle nationale, ce sont plusieurs milliers de jeunes qui seront accueillis dans les différentes communautés du Patriarche, comme ici au manoir des Creniers que j'ai pu explorer. Il faut croire que la sauce avait pour habitude de réinvestir des endroits abandonnés. Et dans ce château que j'explore, ce serait pas loin d'une centaine de résidents qui auraient été accueillis au plus fort de l'activité.
Et là, voilà, on a les chambres ici, avec l'armoire. Il y a également les matelas en mousse, qui ne devaient pas être très confortables. Tenez, il y a encore un nom là, ici. Lorenzo. Si quelqu'un se reconnaît... Là, il y a vraiment des chambres de part et d'autre, entrecoupées de salles d'eau, quelques salles de bain, quelques toilettes. Franchement, quand on voit le cadre et les équipements qu'il y avait ici à l'époque, on comprend pourquoi ce lieu pouvait être adapté pour accueillir des personnes fragilisées. Un endroit à l'écart, au calme, qui pouvait leur permettre de se reconstruire et de reprendre pied. Chacun était mis à contribution, entretien du château, tâches du quotidien, jusqu'à la préparation des repas pour la communauté. Et donc là, on a tous les fours, les plaques de cuisson qui étaient donc ici. Et là, oh, les cuves énormes, les grosses marmites dans lesquelles on préparait la soupe ou d'autres choses. Il y a encore un peu des odeurs de friture là, c'est marrant. Et là, nous sommes dans le réfectoire. Donc, fallait imaginer l'endroit rempli de tables. On imagine bien l'été avec les fenêtres ouvertes, le chant des oiseaux. Ça devait être magnifique. Qu'est-ce que c'est que cette machine? Ça ressemble à une machine à laver. Ah oui, c'est ça. Matériel de blanchisserie. Et ce qui fait donc sens, puisque ça, j'imagine que c'est là-dessus qu'on entreposait le linge propre, une fois qu'il était lavé. Oh non! Ah, je sais ce que c'est. C'est un fauteuil de dentiste. On a la lampe qui était là. Et ça, il devait y avoir les instruments, les fraises, etc. qui étaient accrochés dessus. Il faut dire que les dentistes, c'est une spécialité médicale qui est très exposée aux risques concernant le VIH, puisque forcément dans la bouche, ça saigne quasiment tout le temps. Beaucoup de dentistes refusaient de prendre en charge des patients porteurs du VIH. Et peut-être que du coup, ici, il y avait un dentiste à disposition qui acceptait de soigner ces personnes. Au premier regard, tout laisse penser que l'association prenait soin de ses résidents. Mais au fil de l'exploration, certains détails comme ce message tagué m'interpellent et me fait penser qu'une autre histoire se cache derrière celle qu'on nous montre. Car en réalité, l'association Le Patriarche va peu à peu être au cœur de nombreux débats. Dès les années 90, le mouvement est accusé de dérive. Fonctionnement très fermé, emprise sur les résidents, contrôle des relations, au point d'être parfois qualifié de sectaire. J'ai essayé de partir 2 fois, on m'a retenu. Les 2 fois, on est revenu me chercher. On vous dit carrément que le monde de l'extérieur est complètement pourri, que c'est vraiment de la merde et qu'on a beaucoup plus intérêt à rester donc au Patriarche et travailler avec eux. Et ça explique pourquoi il est si difficile d'en sortir ou à votre avis? Oui, parce que souvent, je veux dire, même quand on demande ses papiers, on pense soi-même, bon maintenant ça va, je veux rentrer chez moi. Souvent, ils sortent la réplique, oui mais on t'a sauvé, alors maintenant c'est à toi de donner un coup de main et sauver les autres. Ce qui fait qu'en fait, on est carrément liés, on peut pas tellement dire non. Face à de telles dérives, son fondateur, Lucien Ungelmeyer, devient une figure centrale particulièrement controversée. Des témoignages évoquent notamment des violences et des faits d'agression sexuelle, parfois sur mineurs. Des accusations qui viendront durablement entacher l'image du mouvement. J'ai assisté à une fille qui était enceinte et le fait de ne pas l'avoir dit directement, ça a valu que les responsables se sont mis en colère, lui ont donné un gros coup de poing dans le ventre et qu'elle a perdu son gamin. Et après, ça même a été toute une histoire pour elle d'aller voir un médecin. Derrière le projet d'un lieu de reconstruction se dessine alors une réalité beaucoup plus sombre. Si bien que le Patriarche est désormais qualifié de secte. Et c'est donc dans ce contexte que l'association quitte ce lieu, alors que son fondateur, exilé au Belize, a été condamné à plusieurs années de prison, notamment pour abus de faiblesse et abus de confiance.
Et un départ précipité, ça laisse toujours des traces. Là, je monte vers le grenier. Qu'est-ce qu'on va y trouver? En général, il reste des choses. Là, on est sur des sommiers. Il y a un peu de matelas aussi dans le fond. Là, il n'y a que des matelas. Regardez là, tous ces sommiers là, un peu dans le style château là. Ils sont beaux. Il y a encore beaucoup de mobilier stocké là, ici. Beaucoup de meubles. J'hallucine, regardez là, tout ça. Jusqu'au fond, c'est que des meubles. Oh! Regardez là, un piano. Qu'est-ce qu'il faisait là, le pauvre là? Personne pouvait en profiter. Sans grande surprise. Ah! Il n'y a que quelques touches qui marchent. Tout ça, en fait, c'est des choses qui auraient pu être évacuées, hein, qui auraient pu être conservées ailleurs, réutilisées. Et là, c'est qu'une partie, hein, parce que toute l'autre partie, eh ben, en fait, regardez ce que des petits malins se sont amusés à faire avec. Là, en fait, on est tout en haut de la cage d'escalier. On voit l'escalier là en bas. Et il y en a qui se sont amusés à balancer des trucs depuis cette verrière, hein, puisque voilà, c'était une verrière ici, on voit encore la structure. Hein. Et en fait, ils ont tout balancé à travers. Il y a une partie qui est dans le fond et une partie qui est là. Voilà comment certains traitent le patrimoine. Bon, j'en profite pour pousser une petite gueulante en fait, parce que les détracteurs de l'urbex disent souvent qu'on casse tout, qu'on prend pas soin des lieux, etc., qu'on vole. Mais non, l'exploration urbaine, l'urbex, le vrai urbex, c'est pas ça du tout. C'est justement la préservation des lieux, l'immortalisation des lieux à travers la photo, la vidéo. Le vrai urbex, c'est ça, c'est de garder une trace de tout ça et d'essayer de sensibiliser au maximum à la préservation de ces endroits. Donc du coup, moi, quand je vois ça, ça me révolte. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui font l'amalgame entre l'urbex et le vandalisme. Et ce sont deux choses totalement différentes. Voilà, j'avais besoin de le dire. Mais au-delà du vandalisme, il y a une autre réalité. Car ici, ce n'est pas seulement l'homme qui dégrade le lieu, c'est aussi l'abandon et le manque d'entretien. Wow, ça a tellement pris cher là. Ça, c'est de l'humidité qui part depuis le toit et qui ensuite traverse tous les étages. Et ces poutres sont en très bon état. Elles ont été traitées, elles sont faites pour résister aux conditions climatiques difficiles du coin. En revanche, il manque des tuiles, il y a quelques trous dans la toiture, et ce qui fait que l'eau parvient à s'infiltrer et à traverser tous les étages. Et ce qui fait qu'au final, eh bien, tout commence à pourrir, à moisir, et c'est ce qui entraîne des effondrements par endroits. Et ça, c'est vraiment triste. C'est vraiment rageant de voir ce lieu dans cet état. Enfin, imaginez-vous. Il a réussi à traverser les âges. Et là, depuis les années 2000, il est en train de dépérir. Alors que, il en a vu passer du monde, quoi. Il a traversé 2 guerres et tout. Et là, on a cette cour magnifique, de toute beauté, qui devait être très très belle quand elle était entretenue. Aujourd'hui, le lieu semble avoir changé de propriétaire. Ce que l'homme a construit, exploité puis abandonné, la nature, elle, le récupère sans un bruit. Vous voyez tout ce qui vole? Eh ben, ce sont des abeilles. Et il doit y avoir donc une ruche pas très loin, peut-être dans la soupente. Donc elles utilisent le bâtiment pour faire leur ruche. Peu à peu, la nature reprend son dû.
Elle s'infiltre jusqu'à l'intérieur du bâtiment et transforme ce lieu façonné par l'homme en un refuge. Alors une question reste en suspens. Est-ce que cet endroit deviendra pour toujours le territoire de la nature, ou est-ce que l'homme finira par revenir afin de lui offrir une nouvelle vie ? Merci à tous de m'avoir suivi pour cette nouvelle enquête riche en histoire. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like et à vous abonner si vous voulez soutenir mon travail. Je vous laisse avec une autre de mes vidéos et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.